Voilà, donc avant la pause, donc on a en quelque sorte parlé des états. Euh, L'état de transition des interfaces OSPF. Donc, premier état c'est down. On a dit aucun paquet hello il est reçu là sur l'interface. Atteinte, c'est pas la, pour vous, c'est pas votre curseur réseau. Init, le paquet hello reçu d'un autre routeur. Communication bidirectionnelle pas encore établie. C'est-à-dire, j'envoie le hello, mais on n'est pas encore arrivé à two-way. On a la phase two-way, c'est quand chaque routeur il voit son RID dans le hello de l'autre. Voilà. Donc le routeur n'a pas encore vu son RID dans le hello de. Donc toujours on est dans init. Two-way, paquet hello inclut le RID du voisin reçu. Donc communication bidirectionnelle établie. Donc ça, c'est two-way. Maintenant, dans cette phase-ci, il y a le réseau partagé. On a le passage, on a dit entre two-way et extart, c'est élection du DR-BDR. Bien sûr, c'est le réseau, il est multi-access avec diffusion. Extart, s'il y a DR et BDR, établissement d'une adjacence, c'est-à-dire, j'ai dit OSPF, il fait la différence entre adjacence et voisinage. Adjacence, c'est-à-dire état full. Voisinage, c'est-à-dire état two-way. Donc une adjacence avec les autres routeurs du réseau. Donc DR et BDR, on a dit il arrive à l'état full, si vous vous rappelez. Relation master-slave, master étant celui avec le RID le plus haut. Relation établie-échange, c'est-à-dire on va débuter l'échange de DBD, passage à l'état exchange. Donc voilà, exchange, c'est l'envoi des bases de données d'état des liens. Ou la même chose, on va préparer le LSL et passage à l'état loading. L'état loading, c'est les LSR, les LSU, les LSA, donc les LSA, donc les paquets OSPF en général, ils sont dans la phase de chargement, le loading. Et après, c'est le dernier état, c'est le full. Toutes les interfaces LSA ont été, toutes les informations plutôt LSA ont été échangées entre routeurs. Le routage OSPF ne fonctionne qu'à partir de cet état. Donc on peut full, c'est-à-dire que le réseau il est convergent, le routeur il est convergent, il peut acheminer les paquets. Comme j'ai dit, il y a seuls les états two-way pour les réseaux BMA et full pour tous les réseaux sont considérés comme stables. Donc si vous êtes point à point, vous devez avoir les interfaces en full. Si vous êtes dans un réseau partagé, les DR adder, s'ils sont en two-way, c'est-à-dire il est stable. C'est ça, c'est le maximum, ils doivent arriver à two-way. Par contre, entre DR, BDR et les DR adder, ils doivent avoir full. Maintenant, on passe les bases de données qui sont gérées par, les tables qui sont gérées par OSPF. Base de données OSPF. Parfois on peut, pour simplifier, les appeler les tables OSPF. Quelles sont les tables qui sont créées par OSPF? Donc on a une table de voisinage. Là je vais commencer par base de données. Base de données. Base de données de contiguïté ou de voisinage. Deuxième table, la base de données d'état des liens. Et enfin, donc il gère trois tables, base de données, de réacheminement.
Donc, la table ou la base de données de voisinage, c'est ce qu'on appelle communément OSPF, table de voisinage. C'est-à-dire, si je veux voir quels sont les voisins d'un routeur, je dois lancer une commande, on va le voir par la suite. Pour la commande, il va m'afficher une table, ce qu'on appelle la table de voisinage. La même chose, si je veux voir la base de données d'état des liens que ce routeur il a regroupé, la bibliothèque, vous vous rappelez la première séance OSPF, on a dit, imaginez les LCA comme des livres. Donc chacun il va envoyer son propre livre au voisin, et les livres, chacun il va rassembler tous les livres des différents ANA pour former une bibliothèque. C'est ça la bibliothèque. Ça s'appelle base de données d'état des liens. Là où il y a tous les LSA de chaque routeur regroupés par chaque routeur. Donc chaque routeur il va regrouper tous les LSA des autres routeurs pour former une base de données d'état de lien. Donc on l'appelle aussi table topologique. Donc table topologique, ou bien vous l'appelez base de données d'état des liens, c'est la même chose pour OSPF. La même chose, la table de réacheminement, c'est la table de routage. Donc OSPF, il crée 3 tables. Il commence par la création de tables de voisinage, avec les messages hello une fois ils arrivent à two-way. Après, il va échanger les LSA, il va regrouper les LSA pour former une table topologique. Et après, dans cette table topologique, il va exécuter l'algorithme spanning tree, l'algorithme SPF, pour alimenter la table de routage. Donc, de toute façon, il a 3 tables de routage. Parfois, pour les nouveaux routeurs, ça s'appelle le FIB, donc Forwarding Interface, Forwarding Information Base. Forwarding Information Base. Donc une base d'information de réacheminement. Ouais, une table de routage. Donc, c'est l'appelée table de routage. D'accord, donc 3 tables qui sont créées dans le processus. Donc avec les phases, les états qu'on a vus, à chaque état, un ensemble d'états, il va créer une table, et il passe à l'état suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il crée la table de routage. Et on a dit, l'objectif de n'importe quel protocole de routage, c'est la création d'une table de routage. Donc J, métrique OSPF. Donc l'OSPF, normalement, il utilise le terme coût. D'accord, à la place du métrique, on l'appelle un coût, comme STP. Coût. On a dit la métrique, c'est une valeur qui va être utilisée pour le protocole pour déterminer quelle est la meilleure route. Donc, un coût, quand le coût il est petit, ça veut dire que la route il est meilleure. Donc c'est ça l'objectif de métrique, c'est il va servir au protocole pour choisir parmi plusieurs routes quelle est la route, la meilleure route. Et une fois il trouve un coût inférieur pour une route, c'est elle la meilleure route. C'est-à-dire s'il a 2 chemins ou bien 3 chemins pour arriver à la même destination, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de comparer ses coûts. Donc le coût le plus bas, c'est lui qui sera choisi, et cette route il sera installée dans la table de routage. Maintenant, le coût, normalement, le coût OSPF est calculé en fonction de la bande passante. Pas comme RIP, on a dit, sa métrique il se base sur le nombre de sauts. Là maintenant, l'OSPF, pour calculer le coût, il va se baser sur la bande passante.
Et d'ailleurs, c'est plus intelligent que le rythme. Si on calcule en fonction de la bande passante, c'est-à-dire plus que la bande passante il sera élevée, plus que le coût il va être bas. Et on va choisir la bande passante la plus élevée. Donc OSPF, il a une formule. La formule, c'est quoi? Je vais prendre pour le calcul du coût. Donc le coût OSPF, il est égal à 10 à la puissance 8 sur la bande passante. Bien sûr, la bande passante du lien. C'est-à-dire, si vous avez, je ne sais pas, R1, il est connecté à R2. R2 aussi, il est connecté à R3. Ou R3, c'est là où il y a un LAN. Je ne sais pas, un LAN 3. D'accord. Chaque lien, il a un coût, une bande passante. Une bande passante. Par exemple, la bande passante de série, ici la bande passante, je ne sais pas, de Fast Ethernet. La même chose ici, Fast Ethernet. Donc chaque interface, il a une bande passante. Exactement, si vous vous rappelez, dans STP, on a dit il y a le cumul, la même chose. OSPF, il fait le cumul en sortie des interfaces. Ça veut dire, si R1 veut calculer quel est le coût du chemin vers l'In3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cumuler ce coût, le coût 1, plus ce coût, le coût 2, plus coût 3. C'est-à-dire, à partir de lui, jusqu'au réseau LAN. Il entre au réseau LAN de destination. Pas seulement au routeur. Il ne va pas se contenter, c'est-à-dire d'arriver à ce routeur-là. Le coût, il est cumulé en partant du routeur qui fait le calcul jusqu'au réseau de destination. C'est-à-dire ici, on a 3 coûts accumulés. Au SPF, chaque lien, il lui donne un coût. Par exemple, ça c'est une liaison T1, série. T1, on a dit, c'est 1500 ou là 1,544 mégabits par seconde. Normalement, les coûts, on doit les convertir en bits par seconde. Pour faire le calcul, d'accord? C'est pour cela que je vais prendre le coût, OSPF pour le Fast Ethernet. Donc Fast Ethernet, déjà, la bande passante, c'est 100 mégabits par seconde. La même chose ici, c'est 100 mégabits par seconde. 100 mégabits par seconde. 100 mégabits par seconde. Ça, c'est... Donc, il faut convertir ça en bits par seconde. Et on va mettre le coût, c'est quoi? C'est... Pour ce lien, ça sera 10 à la puissance 8 sur plus 10 à la puissance 8 sur 100 mégas, c'est 100 millions. La même chose, plus 10 à la puissance 8 sur 100 millions. Donc si on calcule ça, ça va donner 64, quelque chose. On enlève les chiffres après le virgule et on laisse tout simplement 64. Donc le coût OSPF pour T1, c'est 64. C'est-à-dire, déjà, ce sont des coûts qui sont calculés par Cisco, la même chose. Donc c'est 64. Ici, 10 à la puissance 8 sur 10 à la puissance 8, ça va. On a 10 à la puissance 8, c'est 100 millions. Ici, on a 100 millions. Ça va faire 1. La même chose ici, 1. C'est-à-dire, maintenant, le coût, si je fais le cumul, j'ai 64 plus 1 plus 1. Ça va faire 66. Donc, le coût OSPF de R1 jusqu'au réseau LAN, avec cette
avec ces types de liens, j'ai le premier lien T1 et le deuxième lien Fast Ethernet, troisième Fast Ethernet, ça va être 66. D'accord? Donc, OSPF, pour le calcul du coût, il prend 10 à la puissance 8 sur la bande passante du lien en bits par seconde. Donc, je vais rajouter ici en bits par seconde. C'est-à-dire, si vous avez n'importe quelle bande passante, vous devez la convertir en bits par seconde et après faire la division de 10 à la puissance 8. Donc, ce 10 à la puissance 8, c'est fixe. C'est comme une constante. La bande passante, il peut varier comme ça. C'est-à-dire, ce lien, il a une bande passante, ce deuxième lien, une bande. Si vous avez un autre lien ici, vous pouvez avoir. Mais toujours, c'est 10 à la puissance 8 sur la bande passante du lien. Donc, ce 10 à la puissance 8, on l'appelle la bande de référence. Donc, OSPF, il utilise comme bande de référence 10 à la puissance 8. D'accord? Donc 10 à la puissance 8, bande de référence. On peut la changer. Par défaut, c'est 10 à la puissance 8, bande de référence de l'OSPF. Maintenant, avec cette bande de référence, on a un petit problème. Imaginez que la même chose, la même topologie que j'ai pris. Donc j'ai ici T1, j'ai ici Fast Ethernet, j'ai ici Giga Ethernet, c'est-à-dire ce lien c'est Giga. Ce lien c'est Fast Ethernet, Qu'est-ce que j'aurai? T1 on a dit c'est 64, le coût OSPF, hein, pas la bande passante. La bande passante on a dit c'est 1,544 mégas. Hein, la bande passante ça se mesure en bits par seconde. Par contre, le coût n'a pas d'unité. Le coût, c'est un chiffre, c'est un nombre. Donc, le coût égale 10 à la puissance 8 sur la bande passante. Le FE, le lien de la même chose, on a dit c'est 1. Pourquoi? Parce que c'est 10 à la puissance 8 sur 100 millions, c'est 10 à la puissance 8, la bande passante. Maintenant, le giga, on a 10 à la puissance 8, ça ne change pas, toujours la bande de référence. Mais giga, on a c'est 1000 millions. C'est-à-dire, j'ai 1000. Ça va donner 0, quelque chose. Alors, le 0 n'a pas, le métrique, dans le coût, il n'y a pas un coût qui est égal à 0. Automatiquement, il sera majoré. Si vous trouverez 0, quelque chose, vous le majorez à 1. Si vous trouvez une valeur différente de 0, je ne sais pas, par exemple 56,7, vous enlevez la virgule, vous laissez 56. D'accord? Donc si vous avez une valeur différente de 0 avec des virgules, vous minorez. Si vous avez 0 avec des virgules, vous majorez le coût. Bref, mettez dans votre mémoire qu'il n'y a pas un coût 0. 0,9, 1. 0,1, 1. Toujours. Donc c'est pour cela que j'aurai 1. Qu'est-ce que vous remarquez? On a le Fast Ethernet et Giga, ils ont le même coût. Pourquoi? Parce que 10 à la puissance 8. Donc déjà, ce coût n'a pas été changé, il a été un ancien coût pour le calcul. Le temps là où il y avait seulement les Fast Ethernet dans les réseaux, mais maintenant il y a des réseaux là où il y a des gigas, là où il y a des liens avec 10 gigas. Remarquez, avec 10 gigas, déjà ça fait 10 000 millions. On va tomber aussi sur le 1. On va trouver 0,0 quelque chose, on va le majorer 1. C'est-à-dire j'aurai avec cette bande de référence, le Fast Ethernet, il est égal Giga Ethernet, il est égal 10 Giga Ethernet, qui sont toujours égales à 1, c'est-à-dire le même coût. Le calcul ne sera pas la même chose. Donc imaginez, maintenant, vous avez
comme ça, où j'ai comme ça. Donc, le réseau LAN ici. J'ai ici Fast Ethernet. J'ai ici Fast Ethernet. J'ai ici Fast Ethernet. J'ai ici Giga Ethernet. J'ai ici Giga Ethernet. Giga Ethernet. Quel est le coup que va choisir OSPF, le R1, pour qu'il arrive LAN 0, LAN 3? Est-ce qu'il va choisir ce chemin ou bien ce chemin? Quand il va faire le calcul, il va trouver 1 plus 1 plus 1 plus 1. La même chose, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc on va prendre en considération ça, ou bien giga, ou bien face, c'est la même chose, toujours 1. C'est-à-dire, il aura, s'il passe de là, c'est 4, le coût il est égal à 4, le coût égal à 4. C'est-à-dire les mêmes, alors que les liens, ils n'ont pas la même vitesse. Il va normalement faire un équilibrage de charge, c'est-à-dire il va envoyer de là et de là. Alors normalement il doit choisir là où il y a les gigas, puisque c'est beaucoup plus rapide que s'il va faire l'équilibrage de charge ou là s'il va utiliser avec le Fast Ethernet. Donc c'est pour cela que si vous avez un réseau là où il y a giga ou bien 10 gigas dans vos liens, il faut changer la bande de référence qui est 10 à la puissance 8. Et il faut la rendre, si vous avez giga, 10 à la puissance 9. D'accord? Donc par défaut, on a dit c'est 10 à la puissance 8, mais on peut le changer. Si vous avez des liens 10 gigas, changez-la à 10 à la puissance 10. Pour que maintenant, vous aurez 10 gigas, c'est 1. 1 giga sera 10. Fast Ethernet sera 100, ainsi de suite. Donc il y a une différence. Si vous n'avez pas de 10 gigas, vous pouvez se contenter de 10 à la puissance 9. Donc si vous avez 10 à la puissance 9, c'est-à-dire si vous avez changé votre bande de référence à 10 à la puissance 9, qu'est-ce que vous aurez? 10 à la puissance 9 pour 1 giga, et le giga Ethernet, vous aurez 1. Pour Fast Ethernet, vous aurez 10. Pour l'Ethernet, vous aurez 100. Donc il y a une différence. Maintenant, si vous avez changé la bande de référence de l'OSPF10, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas utiliser ce chemin pour l'équilibrage de charge, mais il va utiliser seulement le chemin qui a le coût le plus bas. Ça serait 4. Clair? Donc la bande de référence, c'est une valeur qu'on peut l'adapter en fonction des liens qu'on a dans nos réseaux. Donc la formule, comme on a dit, le coût d'un chemin, il est égal, donc si on veut une formule mathématique, donc 10 à la puissance 8 par défaut sur la bande passante du lien en partant du routeur source jusqu'à réseau de destination. D'accord? Donc le cumul, vous faites 1, à chaque fois vous ajoutez, c'est ça. Donc 10 à la puissance 8 sur la bande passante, la première bande passante, plus 10 à la puissance sur la deuxième bande passante, toujours en sortie. Hein. Ce qui est cumulé, c'est les bandes passantes en sortie. Jusqu'à ce que vous entrez, ou là vous sortez le réseau de destination, donc le réseau LAN, le dernier. Voilà, donc la même chose, l'OSPF, il a une distance administrative 110. Il y a la distance administrative d'IL OSPF. RIP, la distance administrative de RIP, c'est 120. Le GRP, vous n'avez pas encore fait, donc le GRP aussi, il a d'autres distances administratives. La distance administrative pour les réseaux directement connectés, c'est 0. Hein? Un routeur, les réseaux directement connectés, ils ont des
Distance administrative 0. La distance administrative de la route d'une route statique, c'est 1. Chaque protocole de routage, il a sa propre, mais ça aussi on peut changer, mais il est dans le standard, chaque protocole, il a, surtout les protocoles qui sont standards, au SPF, il a par défaut 110, non? Encore, on peut la changer, mais par défaut c'est 110. Normalement, la distance administrative, c'est parmi les cours, le premier cours, il y a le routage. Normalement, c'est un critère qui utilise le routeur pour déterminer quel chemin, de quel protocole doit utiliser si on a deux ou plusieurs sources de routage qui fournissent les mêmes chemins vers la même destination. Il va se baser sur la distance administrative. Je vais prendre une topologie quelconque, une autre. Donc R1, R2, R3. Imaginez, maintenant, j'ai OSPF ici, et j'ai RIP ici. Donc ici c'est RIP, ici c'est OSPF. C'est possible, hein? C'est-à-dire, c'est possible de OSPF, puisque vous connaissez RIP, vous n'avez pas encore fait EGRP. D'accord, on peut avoir OSPF, EGRP, au moins même deux protocoles différents. D'accord? Si j'ai ici un autre réseau, on va pour faire le test. Imaginez, j'ai ici un switch. Où il y a un autre réseau. Là, on a le réseau 10.0.0/24. Ce réseau qui est connecté entre R2 et R3. Donnez-moi comment R1 il va connaître le réseau 10.0.0. De quelle manière il va le connaître? Parce qu'il n'est pas directement connecté. Ce réseau n'est pas directement connecté à R1. Il ne le connaît pas. Mais il va l'apprendre à partir d'un protocole de routage. Hein, les routes distantes, ou bien on les entre statiquement, ou bien si on met un protocole de routage, c'est le protocole de routage qui va nous annoncer les routes distantes. Donc il va être annoncé par OSPF. L'OSPF, puisqu'il connaissait ça, il est directement connecté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va dire OSPF? Il va dire à R1 qu'il y a un réseau 10.0.0/24, hein, avec les informations d'état et tout ça. À un moment donné, R1, il sait que pour qu'il arrive ici, imaginez, ça c'est le coup 1 et le coup 1. Il va dire que je vais arriver à ce réseau avec le coup 2. 1 ici, plus 1 là. Le même réseau, il va être annoncé à R1 par RIP. Le RIP aussi, il a ce réseau directement connecté. Le RIP, comment il va l'annoncer? Il va dire à R1, j'ai un réseau directement connecté, qui est 10.0.0/24, mais pour pouvoir arriver à ce réseau, tu dois faire un saut. Et le RIP, il fonctionne avec le saut. Hein? C'est-à-dire, il va faire un saut. Maintenant, est-ce que plutôt R1, pour installer, il a deux chemins maintenant qui met le même. Donc, il a un chemin comme ça, il a un autre chemin comme ça, qui mène vers la même destination. Est-ce qu'il va comparer les coûts? Est-ce que c'est logique? L'OSPF, il utilise un coût bande passante, RIP, il utilise un coût nombre de sauts. Est-ce qu'on va les comparer? Normalement, les coûts ou bien les métriques, on les compare, on choisit la plus petite, si et seulement si on a deux chemins qui mènent vers la même destination, qui ont été annoncés par le même protocole, la même source de routage.
Si on a plusieurs chemins qui mènent vers la même destination, mais qui sont annoncés par des sources de routage différentes, comme c'est l'exemple ici, OSPF, RIP, OSPF statique, RIP EGRP, RIP OSPF, ça ce sont deux sources, on va parler de sources de routage, hein, en général. Ici on a pris deux protocoles de routage différents, ça se voit. Donc R1, il a été informé comme quoi il existe un réseau 10.0.0 de deux sources de routage différentes. Maintenant, le problème, R1, il va choisir, il va faire confiance à quel protocole ou à quelle source de routage pour installer la route dans sa table de routage. C'est comme si vous avez deux chaînes, hein, qui annoncent des nouvelles, et deux chaînes, il va vous dire, par exemple, deux chaînes télévisées ou deux chaînes radio. Et l'une, il dit une nouvelle, et l'autre, il dit la nouvelle, mais autrement, ou bien le contraire, ou bien vous avez du mal à choisir quelle source d'information suivre. Normalement, ici, pour ne pas, c'est-à-dire avoir à donner illusion au routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Ils ont donné une règle. Pour que le routeur choisisse la route à installer dans sa table, la règle elle est claire. La règle, qu'est-ce qu'elle dit? Si toi, en tant que routeur, tu reçois des chemins, ou deux ou plusieurs chemins, qui mènent vers la même destination à partir de deux sources de routage différentes, choisis celle qui a le DA le plus petit. C'est-à-dire, essaie de faire confiance à celle qui a le DA le plus petit. Donc ça veut dire maintenant, puisqu'on ne va pas comparer les métriques, on va comparer les DA. Chaque protocole, il a son propre DA par défaut. L'OSPF, son DA égale à 110. Le RIP, son DA égale à 120. Quel est le DA le plus petit? OSPF, c'est-à-dire le routeur R1. Il ne va pas faire confiance à RIP, il va installer ça dans sa table de routage. C'est-à-dire à chaque fois qu'il veut atteindre 10, il va passer. On va entamer l'OSPF à zone multiple. Donc jusqu'à présent, ça c'est les principes généraux de OSPF, donc, que ce soit zone unique ou bien zone multiple. On doit les connaître, mais Inch'Allah, la prochaine séance, on va pouvoir plus se focaliser sur l'OSPF.